attendre quelques minutes à ce que les gens se connectent, peut-être jusqu'à 17h05. Soyons très carrés. Bon, je pense qu'on peut commencer. Et donc, bienvenue à tous et à toutes. Nous sommes le collectif Frontières, un collectif des jeunes chercheurs de l'école doctorale 354 des Aix-Marseille Université. On vous donne la bienvenue à ce séminaire 2021-2022 qu'on a appelé Traverser les frontières, formes et enjeux des écritures contemporaines. Et la semaine dernière, on a eu la séance d'ouverture avec André Benaim de l'Université de Princeton, avec qui on a échangé autour des sujets liés à l'immigration et à l'accueil et sous différentes formes. C'était très intéressant. Et aujourd'hui, on veut parler des frontières dans l'écriture de rêves, les textures, les dispositifs et les déclinations sociales, avec notre invitée Ariana Cecconi, qui est une anthropologue de l'école des études des sciences sociales. Tout d'abord, je vais me présenter, ensuite je vais présenter Ariana, et puis on va commencer avec cet échange autour du sujet des recherches d'Ariane. Donc, moi, je suis Joana Carvajal González, je suis doctorante en quatrième année en études latino-américaines et en art, en co-tutelle avec l'Université d'Antioche en Colombie. Et je m'occupe de récits de guerre et de la manière dont l'art peut transmettre l'histoire du conflit en Colombie. Donc, je m'occupe des mémoires liées aux violences. Et c'est à cet endroit-là qu'il m'est semblé qu'on avait une résonance, un écho assez fort avec le travail d'Ariane. On va parcourir, disons, plusieurs de ces sujets aujourd'hui. Donc, Ariane Cecconi est une chercheuse et anthropologue en sciences sociales de l'Institut des sciences sociales et de l'Université de Milano Bicocca, chargée de cours à l'École nationale supérieure d'architecture à Marseille. Ariana vit et travaille entre Marseille et l'Italie. Ses recherches portent sur les sujets du rêve, des rituels et du sommeil qu'elle a abordés à partir d'une approche ethnographique en Italie, aux Indes péruviennes, en Espagne et aussi à Marseille, auprès des populations ayant vécu des violences politiques ou des traumas liés à l'immigration. Elle a publié 13 livres, L'eau de la peur, une étude du système magico-religieux de la montagne pistoiese en 2003, Les rêves viennent du dehors en 2012 et Les oracles de Teresa en 2020. Parallèlement à son parcours universitaire, elle collabore avec des radios, des compagnies de théâtre et des écoles. Donc, bonjour Ariana, bienvenue à cet espace. Merci, merci de l'invitation et bonjour. Donc, Ariana, on a pensé à faire, à faire une dynamique plutôt de discussion. Donc, tout d'abord, comme on a dit dans la présentation, on voudrait savoir quel est le chemin qui t'a amené à t'intéresser aux rêves. Alors, quand j'ai commencé à travailler sur les rêves en 2004, lors de mon premier terrain pour les doctorats au Pérou, comme tu disais, moi, les sujets de mes recherches étaient la question de la violence politique et de la guerre. Et c'est pour cela que j'avais donc décidé de faire mon terrain de recherche sur les Indes péruviennes, dans la région d'Ayacucho, qui est une région au Pérou qui a été l'épicentre dans les années 80-90 des conflits armés entre les mouvements Sentier Lumineux
et l'armée péruvienne. Sachant que c'est un conflit qui a mené à la mort de 70 000 personnes, des morts et disparus, et la plupart sont des personnes, donc des paysannes quechua de la région d'Ayacucho. Donc, quand j'ai commencé ma thèse, les thèmes de ma recherche étaient comprendre comment, dans des villages où il y avait eu une partie du village qui avait été plutôt un soutien des sentiers lumineux et d'autres qui avaient été un soutien de l'armée, comment les gens pouvaient continuer à vivre ensemble après la guerre, sachant que la guerre est finie, est terminée officiellement en 92, mais en réalité, déjà 2003-2004, il y avait encore beaucoup de peurs, beaucoup des tensions et la peur aussi qu'il pouvait retourner la guerre. Donc, j'étais partie au Pérou et j'ai vécu là-bas presque 3 ans, dans 2 villages qui se trouvent dans la région, donc à 3000 mètres aux alentours de Gacucho. Et mon propos était comprendre comment les gens pouvaient vivre ensemble après les conflits. Et quand je suis arrivée donc sur le terrain, j'ai commencé à vivre avec les familles. C'était 2 villages, plus ou moins de 200 habitants, donc c'était des tout petites dimensions. Mais au fil des mesures des mois, je me suis rendu compte que parler de la guerre, en réalité, c'était très compliqué. C'était presque un tabou, parler de la guerre. Les gens ne voulaient plus parler de la guerre, ils avaient peur de parler de la guerre. Et les conflits, ils étaient encore si proches entre les familles qu'il y avait vraiment la sensation qu'on ne voulait pas réveiller donc cette mémoire qui était encore très, très dangereuse pour les liens qui étaient en train de petit à petit se reconstruire dans la société et dans cette petite micro-monde qui était les communautés paysannes. Et donc, je me rendais compte que pour m'approcher de ces récits des guerres, cette mémoire de la guerre, c'était impossible de l'aborder directement. Les gens voulaient vraiment, justement, pas parler de la guerre et oublier. Il y avait des occasions, par contre, où on parlait beaucoup de la guerre, où c'est comme si la tension et les conflits, ça ressortait. C'était par exemple les occasions des fêtes où les gens bouvaient. Ils étaient souvent dans des situations donc des fêtes, les gens prenaient, la fête prenait les dessus et donc les états aussi des borracheras, on dit au Pérou, donc des ivresses, où les gens commençaient à raconter et à faire sortir ces traumas qui étaient si proches de la guerre. Donc ça, c'était des occasions où vraiment je me rendais compte qu'en réalité, bien que les gens disaient non, maintenant c'est tout s'est passé, on vivait en paix, on a tout oublié, en réalité, cette mémoire était très, très envahissante. Mais aussi, en vivant avec les familles, tous les matins, au réveil, les premiers récits étaient les récits des rêves. Donc, qu'est-ce qu'on avait rêvé la nuit? Et donc, la famille, moi j'habitais dans une famille où il y avait la mère et les fils, les filles, parce que c'était toutes des femmes. Et donc, on se racontait les rêves. Et souvent, dans ces récits des rêves, il y avait aussi des rêves qui parlaient de la guerre. C'est-à-dire, par exemple, des rêves où les parents disparus, il a, s'est manifesté pour raconter des choses, pour amener des messages, pour donner des conseils. Et je me suis rendu compte que donc ces récits des rêves étaient très, très importants, à la fois dans la vie de la famille, mais aussi dans la vie du village. Quand les femmes, après, sortaient donc, pour aller dans les champs à surveiller les animaux ou pour rencontrer des voisins, des voisines, ben, ils racontaient des rêves. C'était vraiment quelque chose qui circulait beaucoup dans la relation sociale, dans les villages. Et j'ai commencé petit à petit à me rendre compte que aussi, c'était quelque chose qui m'aurait pu permis de m'approcher donc à les récits de la guerre parce que c'était déjà très présent. La présence, par exemple, des disparus était très présente dans les rêves. Et donc, j'ai commencé à de plus en plus à orienter ma recherche sous cette dimension nocturne, sur des dimensions oniriques, qui me permettait donc de m'approcher à un passé difficile et qui, pourtant, dans les rêves, prennent des formes très différentes et à la fois très collectives. Il y avait des rêves vraiment qui étaient partagés par les paysans, par les comuneros, et qui devenaient donc une sorte de véritable point de vue pour observer et pour m'approcher à la mémoire de la guerre.
Et donc, c'est pour ça que, bien que c'était pas du tout attendu, j'ai commencé de plus en plus à questionner les rêves et donc à provoquer. À la fois, les rêves m'étaient racontés en permanence parce que c'était partie de la vie sociale, mais j'ai commencé après à vraiment poser des questions sur les rêves. Et aussi à interroger les archives parce qu'il y a, là, en 2003, il y a au Pérou, il a été, en 2001, a été créée la Commission de la vérité et réconciliation, qui était une commission qui avait justement les buts de faire des lumières sur l'événement de la guerre, parce que c'est, comme je disais, c'était au début, là, on a très peu parlé de cette guerre parce qu'elle avait touché les Pérou qui comptent pas, c'est-à-dire des personnes souvent ben, sans même pas sans papier, qui n'étaient même pas reconnues dans l'État-nation parce que c'était des personnes quechua blanches, analphabètes, qui habitaient dans les montagnes. Donc c'est une guerre qui n'a pas touché euh, surtout les premières années, n'a pas touché la classe moyenne. Et donc il n'y a pas eu visibilité. Et donc, c'est grâce à la Commission de la vérité que de plus en plus, on a fait lumière sur la guerre. Et j'ai commencé donc à interroger aussi les archives de la Commission. J'ai fait des recherches dans les archives et j'ai trouvé centaines et centaines de documents qui, justement, mentionnaient les rêves. Donc, j'ai commencé à comprendre comment aussi la catégorie du rêve pouvait être une catégorie historique pour vraiment se rapprocher à un récit qui était un récit très difficile parce que c'était un récit d'un trauma, mais qui était encore très présent dans la société péruvienne. Mhm. Et justement, en parlant de, de la place du rêve dans la société, de quelle manière tu vois que les rêves peuvent faire partie du corps social? Comment peuvent-ils traverser cette frontière entre le monde de rêve et la réalité, justement, pour faire partie de quelque chose de plus tangible, de plus matériel, disons comme ça, plus physique? Bah, c'est que déjà j'ai appris au Pérou, c'est justement que ah ben, les gens faisaient distinction entre deux types de rêves. Les rêves qui sont dites venir de dedans, qui sont des rêves donc liés à l'intériorité, à ce qui s'est passé dans la journée, les faits, mais aussi les faits d'avoir trop mangé, trop bu. Ce sont des rêves donc qui arrivent, qui parlent de ce qu'on pourrait appeler les résidus diurnes. Et donc, ce sont des rêves qui sont considérés pas intéressants. Des fois, on les raconte même pas. Ce sont des rêves donc qui nous traversent, qui passent et après qu'on oublie. Mais après, il y a des rêves qui sont dits venir du dehors et ce sont des rêves qui, par contre, nous connectent au monde pluriel, c'est-à-dire au monde des esprits. Et donc, ce sont les divinités qui parlent à travers les rêves, au monde des morts. Ce sont les morts qui peuvent, grâce aux rêves, continuer à communiquer aux vivants. Et ce sont des rêves qui aussi nous connectent à les personnes qui sont loin. Par exemple, on peut rêver des familiers qui sont immigrés à Lima, ou en Italie, ou en France, et qui nous visitent un rêve. Et ce sont ces rêves qui sont des rêves qui, on peut dire, ils ont une véritable portée sociale. À la fois, ce sont des rêves donc, qui racontent donc au collectif, qui circulent donc dans la vie sociale, qui l'influencent. Parce que donc, selon ce qu'on a rêvé, on prend des actions, des décisions, et aussi les relations sociales sont influencées par ces types de rêves qui nous arrivent du dehors, justement, et qui ont une légitimité, donc un usage social véritable. Parce que, par exemple, s'il y a un conflit des terres, et je rêve mon grand-père qui est mort et qui dit ben, la terre, c'est là la frontière justement entre la propriété d'une famille et de l'autre. Ces rêves qui viennent du dehors a un statut donc de légitimité qui implique le fait qu'on prend une décision collective aussi à partir de ces rêves. Donc je trouve que déjà cette idée de les rapports, de la frontière entre rêve et réalité est très fluide. Il y a un anthropologue, Maggio, qui dit justement que c'est dans la culture occidentale, nous plaçons les rêves dans la tête de quelqu'un, métaphoriquement, mais la plupart des peuples qu'étudient les anthropologues, en revanche, voient les rêves comme un monde social alternatif, tout aussi bien extérieur au rêveur. Et c'est ça que j'ai retrouvé au Pérou. Vraiment, les rêves étaient une expérience, une véritable expérience euh, qui nous connecte donc à l'invisible, mais aussi aux autres, et qui donc a un impact, et dans ce sens-là, vraiment performatif, dans le sens que si les rêves
ce que je vis mes rêves est un message et donc influence ma décision, il influence aussi la construction de la réalité. Si moi je prends la décision, et je l'ai vu vraiment dans la vie, dans les biographies oniriques et nocturnes des personnes que j'ai pu rencontrer longtemps au Pérou, ben, des gens qui ont pris des décisions très importantes dans leur vie, le fait d'émigrer ou pas migrer, de prendre des choix sur les travails, sur les mariages, à partir des rêves, on peut voir comment la réalité diurne s'est construite aussi à partir des rêves. Donc c'est vraiment les rêves sont performatifs à la fois parce qu'ils influencent nos décisions et donc aussi la construction de notre réalité. Ils influencent les relations sociales parce que donc, si je raconte un rêve, cet rêve agit dans la relation avec l'autre personne. Et aussi, en même temps, les rêves sont influencés en permanence par la société et par ce que nous vivons comme être social. C'est pour cela que je trouve aussi que les rêves questionnent la frontière entre individuel et collectif, parce que bien sûr, les rêves est lié à nos expériences, à nos biographies individuelles, mais les rêves sont en permanence aussi influencés par ce qu'on est en train de vivre comme société. Au Pérou, c'était évident la question de la guerre. Les gens ont commencé à rêver la guerre euh, pendant la guerre, avant que la guerre arrivait et tout après. Donc, il y avait la guerre a monopolisé l'univers nocturne. Et donc, évidemment, les rêves étaient influencés par une époque qui était l'époque de la violence et qui a continué à se manifester en rêve. J'aime beaucoup l'expression de l'historienne Charlotte Bérard quand elle dit que les rêves sont des sismographes qui enregistrent les événements socio-historiques dans nos intériorités. Et je trouve que c'est vraiment cette idée du rêve comme quelque chose qui s'est construit en permanence entre à la fois nos expériences individuelles, mais aussi nos expériences sociales, qui fait que cette frontière même euh, est très, très fragile. Donc les rêves est bien sûr une expérience individuelle et en même temps l'expérience sociale. Et ça, au Pérou était très, très visible. Et le fait que les rêves circulent et qui donc sont aussi des rêves collectifs montrait très bien cette circulation. Marc Auger aussi, dans un très beau livre qui s'appelle La guerre des rêves, parle de cette circulation entre à la fois les rêves, la mémoire, lui parle des mémoires individuelles euh, et mémoire et imaginaire individuel, les mémoires et l'imaginaire collectif et la création. Elle dit que ces trois pôles de l'imaginaire sont en permanence en circularité, c'est-à-dire c'est qu'un rêve influence notre imaginaire collectif quand je raconte un rêve et en même temps peut influencer la création de quelque chose à partir de ces rêves. Donc il y a vraiment cette circulation et que j'ai pu observer au Pérou et pas que, parce qu'après, si on parle de mes recherches actuelles, autant en France, je peux voir comment cette dimension justement individuelle et sociale du rêve se manifeste autant dans une société comme la nôtre, où pourtant les rêves est plutôt considéré une expérience individuelle. Mm. Et justement, là, tu parlais d'autres types d'endroits où tu as fait tes recherches. Donc, je me demandais quels sont les éléments qui ont changé ou qui se sont adaptés au cours des recherches sur les différents terrains. C'est-à-dire qu'une chose, c'est ce que tu as pu regarder, par exemple, des cohésions sociales au Pérou. Mais qu'est-ce qui se passe quand on déplace cette recherche dans un contexte différent? C'est quoi qu'il en est sorti? C'est quoi la différence ou c'est quoi les caractéristiques, disons comme ça, des travaux que tu as menés en Italie, en Espagne et à Marseille, vis-à-vis de ces côtés qui est très lié au magique, par exemple, au Pérou. Hmm. Alors, c'est vrai que quand j'ai commencé, après l'expérience péruvienne, moi, donc en 2011, je voulais continuer à m'interroger sur la question donc, du rêve, de la dimension sociale, politique, mais aussi de la violence dans les contextes européens où apparemment donc, les rêves, justement, ils viennent du dedans, et donc où cette relation avec les sociales est moins évidente. Et j'ai commencé à travailler en Espagne parce que en 2010 a commencé en Espagne un processus qui était celui des exhumations des forces communes de la guerre civile de Franco.
Et j'étais en train de suivre les processus d'exhumation au Pérou. Au Pérou, j'avais pu voir comment, dans les cadres de l'exhumation, il y avait énormément de rêves qui étaient retournés, où les familiers, justement, apparaissaient à nouveau aux familiers pour dire: «Viens me chercher, je suis dans cet endroit, viens me chercher». Les gens, les familles, du coup, vraiment partaient encore à la reconnaissance des corps des morts grâce à ces rêves qui les guidaient. Et je m'étais beaucoup donc questionné comment ces processus d'exhumation pouvaient aussi bouleverser, ou toucher, ou interagir avec la dimension onirique en Espagne. Sachant que c'était une guerre qui avait rien à voir, c'était justement donc un écart temporel très différent, et une vision du rêve aussi très différent. Mais je voulais comprendre si on pouvait aussi dans ces cas observer un impact du processus d'exhumation sur les rêves des personnes, des familiers qui participaient à ces processus. Donc j'ai travaillé dans la région d'Extremadura, qui est une région qui donc, s'y trouve très rurale, qui se trouve entre Madrid et Séville. Et j'accompagnais les familles donc dans les processus d'exhumation. Déjà, je m'étais rendu compte comment, alors qu'au Pérou, les récits des rêves étaient un récit du coup qui sortait spontanément, c'était beaucoup plus facile pour les gens de raconter un rêve que raconter une expérience de leur vie. C'était vraiment quelque chose pour eux très évident, raconter les rêves. Alors qu'en Espagne, tout de suite, je me suis rendu compte que là, c'était le contraire. Quand j'ai commencé à questionner les personnes s'il y avait des rêves qui leur avaient marqué pendant les processus d'exhumation, ou s'il y avait des rêves qui ressurgeaient aussi liés à l'époque par exemple, de la guerre civile, pour les personnes qui l'avaient vécu. Et bien, tout de suite, les gens étaient très surpris par mes questions. Ils disaient que les rêves n'avaient aucune importance, sachant qu'on était je me confrontais surtout avec des familles républicaines, anarchistes, qui donc, pendant des années, même après la transition, n'avaient pas pu raconter ce qui s'était passé pendant la guerre, parce que même après dans l'époque de la transition, les gens avaient peur de raconter, ou en tout cas, c'est tabou de parler de ce qui s'était passé à la guerre civile, était resté incorporé dans les... Donc, il y avait vraiment un silence. Et donc, à ces moments-là, les gens avaient vraiment envie de raconter, comme ils le disaient, ce qui s'est vraiment passé. Ils avaient peur presque qu'en parlant des rêves, on détournait l'attention sur cette réalité, justement, qu'ils voulaient raconter. Et donc, tout au début, les gens me disaient: «Non, mais moi, je ne rêve pas, je ne me souviens pas de mes rêves, c'est pas les rêves, je ne crois pas aux rêves, ils ne sont pas importants». Mais c'est à fur et à mesure d'accompagner les familles et de participer donc à la vie des familles, que plus en plus, par contre, je me suis rendu compte qu'il y avait des rêves, au contraire, qui émergeaient. Et des rêves qui donc étaient racontés. La chose qui m'a plus marqué aussi, que c'était même parfois des petits enfants qui n'avaient même pas jamais connu, par exemple, les grands-pères qui étaient dans la fosse, que du coup, ils ne connaissaient même pas, n'avaient jamais rencontré, et commençaient à rêver les grands-pères qui se manifestaient dans les rêves, et qui racontaient, et qui presque ça s'est créé des nouveaux liens avec ces morts qu'ils n'avaient pas connus, mais qui commençaient à se faire rêver aussi par des nouvelles générations. Tout comme j'ai découvert des rêves qui s'étaient transmis dans les familles, euh, qui justement des rêves qui dataient de l'époque de la guerre civile, où par exemple c'était la grand-mère qui avait raconté à la fille, et la fille et la mère à la petite fille. Donc des rêves qui avaient circulé en 3 générations. Donc c'était presque un paradoxe à la fois. Je ne m'intéresse pas aux rêves, les rêves ne sont pas importants, et en même temps après des rêves qui avaient circulé et qui continuent à circuler et qui touchaient les personnes. Et c'est là que j'ai trouvé que c'était intéressant, comme les gens disaient: «Je ne crois pas aux rêves», donc il n'y avait pas du tout les mêmes rapports aux rêves comme dans les cas du Pérou, où il y a vraiment j'aime pas les mots croyance, parce que ça peut sembler vraiment quelque chose de péjoratif, mais c'est vraiment quelque chose qui, une vision, une cosmologie sur les rêves qui au Pérou est très ancrée dans la vie sociale, alors qu'en Espagne, c'était plutôt je ne crois pas aux rêves, et pourtant, je pouvais assister au fait que les gens étaient touchés en permanence par le rêve. Et donc, c'est ça ça m'a amené à questionner qu'est-ce que ça veut dire croire ou pas croire aux rêves. Et j'aime beaucoup ce qu'il dit de Certeau à propos de la croyance, quand il dit, en citant Madame du défunt, qui disait, les luministes, qui disait: «Je ne crois pas aux fantômes, mais je n'ai peur».
ben, moi, je voyais que c'était vraiment cette même paradoxe dans les cas des rêves où je ne crois pas aux rêves et pourtant, eh ben, ils me touchent, ils m'influencent, ils m'habitent. Et donc, combien aussi, même pour des gens qui donc, sont habitués à avoir une conception du rêve plutôt liée donc à l'inconscient, à l'intimité. Et pourtant, par exemple, quand ils me parlaient des rêves des morts, même en Espagne, les gens, ben, changer des visages, les récits prenaient une autre forme, et ben là, ils racontaient une visite. C'était un rêve qui venait du dehors, là aussi. Bien qu'ils n'avaient pas une croyance sur la vie post-mortem, au contraire. Pour des gens qui vraiment, ils avaient très peu de vision religieuse. Mais pourtant, quand ils disaient, ben, il m'a visité, il était là. Et donc, cette émotion qui crée les rêves, et c'est là aussi qui perturbe encore une fois la, la catégorie, la frontière avec la réalité. Il est vraiment venu, ces familiers-là. Qu'est-ce que c'est cette rêve? Et donc, au-delà de la croyance, ces rêves-là, je trouve qu'ils continuent à être des rêves qui influencent les relations sociales. Parce qu'ils sont des rêves qui aussi, dans un contexte où ils sont pas si, où n'est pas si facile qu'ils circulent, mais quand ils circulent, quand ils sont racontés, ces rêves ont un impact, encore une fois, performatif dans la vie sociale. Et donc aussi, je trouve que ça, je pense que c'est vraiment ça, c'est quelque chose qu'après j'ai pu revoir aussi dans les recherches en France, par exemple, où en réalité, tous les fois que les gens me racontent des rêves, il y a toujours le besoin de faire cette prémisse, ben je crois pas. Et après, c'est un récit qui montre comment la biographie diurne et nocturne aussi sont très liées et sont dans un rapport en permanence d'auto-influence. Si. Mhm. Et donc, quand on parle de ça, on, on évoquerait aussi les questions qui sont liées au rêve. Donc, il y a la question de la mémoire, il y a la question des émotions, n'est-ce pas? Et puis, il y a la question de l'identité. Donc, parle-nous pour aller après approfondir un petit peu sur une première forme que je voudrais bien qu'on regarde de plus proche, qui est l'oniroscope. Parle-nous, qu'est-ce que tu as trouvé à Marseille? Marseille, une ville, donc tu as fait un projet qui s'appelait Rêver la Méditerranée d'une rive à l'autre avec l'artiste Tuyaki Erici. Et c'était un projet je trouve très intéressant parce il y a pas besoin d'aller dans différents terrains, mais il y a plusieurs terrains dans un même endroit, non? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui viennent de différents pays, qui ont différentes histoires, dont l'immigration s'est passée de différentes manières, de différents âges aussi. Donc, parlez-nous un petit peu sur voilà, cette question de mémoire, émotion liée à l'identité et comment le rêve, quelquefois, peut être un traducteur de tout ça ou un déclencheur. Mm. Alors, quand j'ai commencé la recherche à Marseille, ma question était, j'avais vu au Pérou comme les rêves, et donc et en Espagne aussi, comment il était à la fois un lieu où les traumas de la guerre avaient perturbé, impacté les rêves, mais aussi comme les rêves avaient été les lieux qui avaient permis aussi à les personnes de se reconstruire, notamment face à la disparition des proches. J'aime beaucoup l'expression de Descola quand elle dit les rêves est une communauté de langage pour permettre de continuer à parler avec qui n'est plus là, notamment avec les morts. Donc j'avais pu voir comment tous les processus de deuil au Pérou, c'était les rêves avaient un rôle crucial dans ce processus de deuil parce qu'ils avaient permis de continuer à parler avec les disparus. Et donc ça, et à continuer à élaborer cette deuil. Quand j'ai commencé ma recherche en France, et donc à Marseille, la question était aussi, d'une part, m'interroger aussi sur la question du déplacement. Donc pas la question forcément de la mort, mais quand on se déplace, quand on change de lieu de vie, et parfois dans des situations d'exil où on ne peut plus retourner dans les lieux d'où on vient, quel est l'impact de ces processus-là, des déplacements, des migrations, d'exil, sur les rêves? Est-ce que les rêves, là aussi, peuvent jouer un rôle dans cette reconstruction ou pas d'une personne qui est obligée ou pas, ou en tout cas décide de se déplacer?
Et donc, j'ai commencé une recherche dans les quartiers, dans le 15e arrondissement. D'une part, parce qu'elle m'intéressait justement voir, c'était un quartier où donc, les flux migratoires, ils ont été bon, très, très riches, des migrations italiennes, espagnoles, du Maghreb, des Comores. Donc, il y avait vraiment des différentes populations qui donc étaient porteurs de cette mémoire migratoire, et aussi d'une culture et d'une vision du rêve qui venait de la Méditerranée, où donc ça m'intéressait de voir comment dans différents pays, le rapport au rêve pouvait engager des relations différentes. Et donc, j'ai commencé cette recherche donc dans les 15e, plutôt dans deux cités, la cité des Calistés, qui se retrouve derrière l'hôpital Nord. Et donc, l'idée aussi, c'était questionner donc, les rêves et dans les parcours des vies des personnes. Comment on pouvait, donc, là, encore une fois, à partir des biographies oniriques des personnes, voir la relation avec la migration. La chose là qui c'était difficile, c'est que si avant, dans mes recherches précédentes, mes terrains étaient des terrains dans des contextes ruraux, donc j'étais dans des petits villages avec les familles, j'habitais avec les familles, c'était plus compliqué dans un contexte urbain m'approcher à ces rêves. Comment aller, je ne pouvais pas toquer à la porte dans un immeuble et dire est-ce que je peux dormir avec vous cette nuit, est-ce que vous pouvez me raconter des rêves. Donc c'était vraiment déjà un niveau méthodologique, une véritable question, comment approcher les rêves dans un contexte urbain qui était donc un défi j'avais pas, c'était pas le même type d'approche que j'avais eu dans mes précédentes recherches. Mhm. Et donc, j'ai commencé à approcher, donc, grâce à la médiation des associations de quartier, des centres sociaux, à m'approcher à des groupes, déjà des personnes, et bien surtout des femmes, là aussi parce que c'était plutôt les publics principaux dans les centres sociaux, dans les associations. Et j'ai commencé donc dans des situations collectives, la préparation du repas ou dans un atelier de couture, à demander aux personnes qu'est-ce qui est rêvé. Là, encore une fois, les gens n'étaient pas du tout surpris qu'ils m'intéressaient aux rêves. Je me rendais compte que les rêves avaient déjà beaucoup circulé entre elles, entre voisines, dans la cité. Il y avait des rêves même, les mêmes rêves m'étaient racontés par plusieurs personnes, tant était devenu aussi une matière de discussions collectives. C'est que par contre, pour eux, c'était peut-être très bizarre, c'est pourquoi moi je m'intéressais à leurs rêves et qui j'étais moi pour m'intéresser à leurs rêves. Donc c'était plutôt me positionner dans mon propre intérêt des chercheuses face à cette question-là, plus que c'était très normal que je m'intéressais par contre aux rêves qui, pour elles aussi, était une expérience très très importante. Mais dans cette recherche, c'était pour la première fois, on a commencé donc avec Tuya Kiric, une artiste visuelle, déjà une amie, on est amis depuis 20 ans, on s'est toujours confrontés dans nos recherches, elle a fait toujours une recherche propre sur les rêves comme création artistique, et on s'est toujours, même à distance, en vivant loin, on s'est toujours confrontés sur nos recherches. Mais là, à Marseille, on a eu, grâce à une résidence à l'IMERA, la possibilité de travailler ensemble et chercher de créer un dispositif méthodologique où l'idée c'était créer des situations collectives pour se raconter les rêves, pour les partager, où les langages artistiques pouvaient aussi être déclencheurs d'un récit différent et permettre de parler des rêves différemment, ou en tout cas de partager dans un collectif. Et donc, on a proposé ces oniroscopes, on l'appelle oniroscope, là, on peut montrer un extrait parce que sinon c'est flou les dérives comme ça, mais c'était justement qu'on a commencé à faire des oniroscopes dans des centres sociaux, des écoles, un kebab, dans des lieux publics, pour créer, déclencher des situations de partage collectif et où les langages artistiques pouvaient être, donc, ouvrir les langages aussi, les récits du rêve, et donc permettre une expression autre aussi. Donc peut-être que je montre avant, je voulais montrer un petit extrait voilà, je partage l'écran. Un petit extrait qui justement Touya à partir des mes c'est partagé? Oui. Ok. Touya, à partir des entretiens que j'ai fait sur les rêves, il a créé
une première vidéo sur la circulation des rêves, justement pour montrer comment, dans les quartiers, les rêves étaient une matière qui circulait socialement. Montre tous les jeudis à la télévision. Monsieur, il explique la rêve. Ça veut dire que les gens, ils appellent téléphone, ils disent voilà, moi j'ai rêvé ça, j'ai rêvé ça. Lui, il dit c'est bon signe ou mauvais signe. Voilà, tu vas divorcer, tu vas se marier, moi, tu vas. Moi, je l'interprète comme ça parce que justement, avant, je m'intéressais beaucoup à l'interprétation des rêves. Moi aussi, Ouais. j'aime ça, je voulais. Moi aussi, le tarot de Marseille. Voilà, c'était quand j'étais jeune fille, donc j'ai appris. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des livres, par exemple, Oui, en Algérie liés à l'interprétation? Non, même ici, Maintenant, ils le font, les interprétations en Algérie, dans la bibliothèque, enfin, la bibliothèque, entre guillemets. Même au marché Soleil, tu vas partir à les ventes de livreurs. Ils vendent C'est qui t'appelle la famille ou Oui, la famille. Moi, je raconte, on a un mam et je raconte à une gommeuse. dans la maman. Dans le hammam, il y a la gommeuse et elle est du bled, c'est une personne âgée. C'est elle qui me raconte, je raconte les rêves et elle me les interprète. Des fois même, tellement ça m'angoissait, les rêves, elle me faisait interpréter par un imam. Ma culture est très présente et à la fois ma culture française l'est aussi et la psychanalyse quand j'étais en thérapie. Mais c'est vrai que je n'avais absolument pas le réflexe de parler de mes rêves dans le sens où ça relevait quand même de mon intimité et malgré tout chez si on parle de ça, mais quelque chose d'inabordable ou en tout cas d'ininterprétable par le psy. Il y avait aussi un rapport à la mère quand je racontais, je racontais pas à n'importe qui, je racontais à ma mère avec cette symbolique de celle qui te veut du bien, quoi. Elle me dit, tu vois, mamie, c'est pas pour regarder le rêve que j'ai fait. J'ai dit, oh, c'est parce que le subconscient, comme on l'appelle nous, il est toujours en train mais il n'y a rien. Et mes filles aussi, hein. J'ai mes deux grandes filles. Elles ont des rêves prémonitoire aussi. Je l'ai dit à ma mère parce que la dernière fois, j'avais rêvé justement. Oui, mes filles, quand elles ont un rêve, elles m'appellent, elles me racontent. Il faut dire bonheur, Inch'Allah. En arabe, il faut dire le khair, Inch'Allah. Si c'est bien, vous le racontez. Si c'est pas bien, vous allez le raconter aux toilettes. Quand on se lève le matin, il ne faut pas raconter les rêves. Il faut plutôt les oublier ou ouvrir le robinet d'eau. Et tirer la chasse. Tout dépend les rêves, on se les raconte parce qu'on se les raconte dans la journée, jamais le soir, parce que le soir, c'est pas bon de raconter les rêves. Hein. Parce que c'est... oui. Et jamais raconte ses rêves, mon fils. Jamais, celui de 22 ans. Jamais, jamais. Mon mari aussi. Il n'a jamais de rêve. Les moments où il m'a raconté ses rêves, ça se compte au bout des doigts. Hein. Vraiment, ou bien il ne me raconte pas, je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'il ne rêve pas. C'est plutôt les femmes qui rêvent. Mais à mon avis, les hommes, quand ils rêvent, c'est des trucs de sexe, pas plus. C'est vraiment une situation de huis clos familial entre femmes. Vraiment, c'est une histoire de femmes. Alors, c'est pas du tout que les hommes ne rêvent pas. Je sais pas du tout d'accord. La question, c'est que justement, comme je disais, comme mon positionnement, c'était beaucoup plus facile pour moi de m'approcher aux femmes. Et donc ça a été comme ça, aussi lié vraiment à le fait que je me suis plus rapprochée à ces groupes. Et en même temps, je pouvais voir comment les rêves circulaient beaucoup aussi entre générations. Justement, on a travaillé beaucoup dans les écoles aussi. Il y avait des enfants qui nous racontaient des rêves qui avaient été déjà interprétés par leur famille. Donc, vraiment, comment cette circulation prend vie dans les familles, dans les quartiers. Et j'ai trouvé comment c'était très intéressant de voir là encore comment devient un récit social qui permet aussi de dire des choses qu'on ne dirait pas autrement. Je trouve que dans ce sens-là, les rêves
vraiment, encore une fois, est performative parce que quand on raconte un rêve, il peut avoir un impact dans ce qu'on fait, dans les décisions qu'on prend. Et aussi, ça permet de dire des choses. Je fais un exemple. Il y a beaucoup de femmes qui m'ont raconté qui, par exemple, suite à un rêve, elles découvraient, elles appelaient, par exemple, la famille qui était restée au pays, et ils découvraient une chose qui s'était passée dans leur maison en Algérie, au Maroc, qui n'avaient pas raconté parce qu'ils ne voulaient pas les mettre dans un état de souffrance, vu qu'elles étaient loin, qu'ils étaient dans une autre... parce que justement, là, par exemple, il y avait une femme qui a découvert que sa sœur s'était divorcée au pays. Elle avait divorcé, elle avait été chassée par son mari, mais elle n'avait pas osé lui dire pour ne pas la faire souffrir. Et c'est grâce au rêve qu'elle a eu. Et du coup, elle a appelé la sœur en disant, tu dois me raconter que quelque chose s'est passé. Et alors, la femme, la sœur, s'est sentie autorisée à raconter ce qui s'était passé. Donc, c'est comme s'il déclenche aussi une forme de communication face au non-dit, qui dans les contextes de migration peut arriver souvent. Et donc, ça devient une source des communications et encore une fois, qui fait partie des relations sociales. Et comme je disais avant, donc la collaboration avec Touya a été très riche parce qu'on a proposé aussi des ateliers. Du coup, l'idée aussi, c'était de s'ouvrir des pratiques avec les personnes qui racontaient, ou comment aussi on demandait à les personnes de chercher, de raconter aussi ce qui était leur nuit, par exemple. Aujourd'hui, nous, avec Touya, on travaille beaucoup sur les sommeils. On participe à un projet sur les sommeils, en collaboration avec l'ex-directeur de l'hôpital Latimone, le centre de sommeil à Marseille, doctoré. Et on s'est rendu compte qu'en parlant des rêves et en parlant aussi des sommeils, il y a toujours cette pudeur, quelque chose, c'est très compliqué, très intime aussi parler de sommeil. Pour des personnes aussi qui vivent dans des situations aussi de logement très précaires, où la nuit, c'est à la fois les moments où ils ressentent les plus la solitude, les malaises, parce qu'ils vivent dormir dans un endroit insalubre, souvent avec les punaises des lits, avec les froids, avec l'humidité. C'est quelque chose de très difficile à partager. On se sent tout de suite jugé dans notre discours. Et donc, on a cherché, par exemple, de travailler sur les biographies nocturnes grâce par exemple, à des pratiques artistiques où on demandait à les gens de faire, par exemple, le portrait de leur nuit avec la pâte à modeler, en dessinant. Donc, trouver des formes pour raconter ce qui se passe dans la dimension nocturne, et qui pourtant, elle a aussi est très sociale, parce que la nuit, ce n'est pas une parenthèse de la vie sociale. La vie aussi est influencée en permanence par notre vie sociale. Et les sommeils, là encore une fois, elle est influencée non seulement par notre biologie, mais pour les conditions de vie, les logements. C'est une question politique, les sommeils. Et donc, comment rendre accessibles ces discours? Et grâce aussi à la partie artistique, c'est là une manière d'engager la discussion. Je vous montre un petit extrait de l'oniroscope, parce que là, du coup, c'était donc l'idée de comment partager un récit onirique en interactionnant avec les pratiques des Touya. Sachant que souvent, les gens nous disent c'est difficile de raconter le rêve parce que tu ne te souviens pas très bien. Les rêves, ce n'est pas une histoire. Ça, je trouve que pour la question aussi c'est intéressant par rapport à votre propre, à la discipline de la littérature, que souvent les gens sont frustrés du fait dans les témoignages de rêves parce qu'ils cherchent à raconter une histoire, et pourtant les rêves ont une expérience qui souvent casse avec les codes avec lesquels on raconte l'histoire, les codes spatio-temporels. Donc, c'est peut être très confus au récit du rêve. Et donc, les gens, souvent, s'auto-censurent. Ils disent non, mais je ne me souviens pas mes rêves, parce qu'ils n'arrivent pas à raconter l'histoire de leurs rêves. Grâce à cette pratique-là, nous, on travaille vraiment sur aussi les fragments. Ça ne nous intéresse pas qu'on raconte tous les rêves entiers, mais des fois, même un fragment, ça peut permettre de creuser cet univers onirique qui est pourtant nos visites. Et souvent, ces fragments-là, les rêves d'une personne peut appeler les rêves d'une autre personne. Ça nous arrive souvent dans les oniroscopes. Les personnes ont dit non, moi, je n'ai pas des rêves. Et en écoutant les rêves de l'autre, et bien voilà, c'est un autre rêve qui surgit. Là, c'est un oniroscope qu'on a fait avec des jeunes de la communauté courde. Donc, vous voyez, Touya fait, elle improvise avec la caméra les objets que chacun... Nous, juste pour vous introduire, nous, on demande à les personnes donc, de venir à l'oniroscope avec un rêve et un objet, et de raconter
les rêves à partir de l'objet aussi qu'ils ont amené. Et tout il y a un temps réel, elle improvise avec la caméra qui est projetée sur les murs. Et donc, la personne raconte à fur et à mesure et en même temps que tout improvise avec les objets que la personne a menés et les objets aussi elle a aussi. Et donc, c'est là, ça permet aussi des... je vous les montre après. C'est ça ou la cigarette? C'est la cigarette, hein? Ouais, Tous les c'est- deux. Les verres? Thé et cigarette. Normalement, il y a du thé dedans, mais comment? Normalement, dans le rêve, c'est allumé et je le fume. Ah, c'est allumé. Ah, ok. Et comment c'est les rêves? Dans le rêve, je suis pas si jeune. Je suis à mon âge de 25, 24 ans, parce que à cette époque-là, j'étais à l'université. Et puis, je fume. Je suis assis sur un grand pierre, sur un roc. Puis, il y a du soleil. Classique de mon pays. D'un coup, l'air se change. Je vois le bombardement de l'armée. Quand tu vois les bombardements, tu les vois en bas. Tu vois les bombardements dans les villages. Et je sais bien qu'il y a des camps de nos guerriers dans les arbres. D'un coup, je ne suis plus là. Je suis à l'université. Après, tout le monde habillé comme la couleur des flics. Je ne sais pas. Et toujours, ça te fait peur. Disons, dans les rêves, toutes les fois que tu rêves des flics, ça te donne la peur. Je ne peur pas de eux, en fait. J'ai peur d'être attrapé par les flics parce que je connais plusieurs choses. Je participais à ce mouvement à l'université plutôt. Donc ça, c'est juste pour vous montrer les dispositifs. Et la question aussi qu'on a pu donc, observer lors des oniroscopes, donc à la fois, comme je vous disais, le fait que les mémoires des oniriques des unes réveillent les mémoires des autres, que les gens se sentaient plus libres parfois de raconter juste un fragment de rêve, et aussi le fait que moi-même, la manière dans laquelle, interagissant avec quelque chose de visuel, ça changeait ma manière de poser les questions. Par exemple, j'ai posé des questions qu'avant, dans un entretien classique, je n'aurais jamais posées. Par exemple, est-ce que c'est le jour ou la nuit? Et quand les gens disent non, c'est la nuit, du coup, tout éteint la lumière, et ça change tout de suite l'atmosphère du rêve. Et la personne se souvient du coup et change la manière de raconter aussi. Il y a plein de détails qui surgissent grâce justement à l'appui de la vision des images. Et cela m'a permis aussi de réfléchir beaucoup à la question méthodologique parce que déjà, si l'anthropologie se base sur les piliers de la méthodologie anthropologique, c'est l'observation participante, c'est impossible dans les cas du rêve. C'est impossible d'observer les rêves des autres. C'est vraiment... Du coup, moi, toute ma thèse aussi, je me suis posé la question, est-ce que tous les rêves que j'ai collectés, est-ce que ce sont des rêves vraiment les gens ont fait, ils n'ont pas fait? La question de la vérité, de l'observation est complètement remise en cause par cette expérience qui en soi, ontologiquement, reste justement quelque chose d'inobservable par les autres. Et en même temps, la question donc de l'oniroscope devient ce que j'appelle l'imagination participante, c'est-à-dire, du coup, on ne peut pas observer les rêves de l'autre, mais on peut, grâce à cet récit qui interagit avec donc on a une performance visuelle, on peut réimaginer les rêves d'une personne et grâce aussi à l'interaction du groupe, on peut l'imaginer ensemble, c'est-à-dire aider la personne, par exemple, à se souvenir d'autres choses, à poser des questions. Ça devient du coup quelque chose là aussi des manières de partager un récit et d'imaginer ensemble ces vécus qui est disparu parce qu'il n'est plus là et que donc c'est sûrement une reconstruction aussi de fiction, l'élément de la reconstruction de la fiction est présent aussi, mais ça devient une autre manière de partager. Et donc, de plus en plus, donc avec Touya, on s'est rendu compte comment vraiment, et là, sur ces sens-là, vraiment, c'est une collaboration art-science parce que ce n'est pas forcément
l'art, pour moi, c'est pas juste une manière de transmettre des concepts ou des résultats de recherche ethnographique et une forme artistique, mais c'est vraiment une manière pour connaître autrement et pour arriver autrement à des récits des personnes. Et cette idée-là, aujourd'hui, justement, quand je le disais par rapport au sommeil, qu'on travaille vraiment sur les sommeils et sur les histoires des vies, grâce au dessin, par exemple, Touya, elle élabore des véritables... je vous montre là, par exemple... C'est ça ou la cigarette? C'est la cigarette. Je sais pas comment faire. Ouf, pas parce que je vais voir. Là, je partage encore l'écran, non? Non. Non, t'as arrêté, il faut que tu le relances. Ok. Là, par exemple... Ah, c'est bon. Ok. Là, donc, quand on parlait, avant, j'ai parlé des biographies nocturnes, donc on demande vraiment aux personnes, on fait des véritables ateliers, on suit des groupes avec dans plusieurs rencontres pour chercher reconstruire leur histoire nocturne. C'est-à-dire que les rêves font partie aussi d'une vie nocturne où on dort pas, où la nuit, ça se passe plein de choses, on apprend à dormir, à pas dormir. Donc, on cherche vraiment de reconstruire ce qui se passe la nuit, plus en général, donc une sorte de contextualisation du rêve, mais aussi liée à une histoire de vie nocturne. Et puis, elle réalise des arbres de sommeil, et en cherchant donc de répercourir la vie de la personne à partir donc, par exemple, là, c'était l'enfance de cette fille, comment elle dormait quand elle était petite, comment elle dormait ses parents, donc sa famille. Et après, petit à petit, comment son sommeil a évolué. Les rêves qu'elle fait, les rêves qu'elle faisait des petits. Donc, incorporer les rêves dans une sorte d'histoire de vie nocturne. Et le dessin des Touya, là aussi, nous sert toujours comme une manière pour préciser les récits. C'est-à-dire, elle dessine et la personne interagit avec les dessins en disant non, c'est pas comme ça, ma chambre, c'était pas comme ça, moi, j'ai dormi comme ça. Donc, c'est vraiment une manière d'enrichir, grâce à d'autres aussi langages, la manière de pouvoir se raconter. Et se raconter la nuit, c'est pas la même chose que se raconter les jours, parce que souvent, on est habitué à raconter qui on est dans la journée, qu'est-ce qu'on fait, notre travail, notre parcours diurne. Mais par contre, quand on doit raconter notre parcours diurne, c'est beaucoup plus compliqué. Dans notre société, on n'a pas l'habitude de raconter ce qui se passe la nuit. C'est pas un sujet social. Et donc, pour partager cette récit nocturne, qui du coup, dans notre société, a été relié à la dimension de l'intime, alors qu'il n'est pas dans notre société, comme on a vu au Pérou, on dort tous ensemble, le sommeil est collectif. Et donc, la nuit est un espace social. Mais dans notre société, la société nord-européenne et nord-américaine, ben, les sommeils, ça se passe dans la chambre nocturne qui est devenue vraiment l'enceinte de l'intimité. Et ben donc, grâce aussi à ces arbres de sommeil, à ces projets des récits nocturnes, l'idée, c'est de redonner un sens social à la nuit, au rêve, au sommeil, et permettre donc de déclencher aussi des éléments collectifs dans ces histoires. Parce que dans ces histoires, à chaque personne, on donne son arbre de sommeil, mais on peut voir comment dans ces arbres-là, il y a plusieurs éléments collectifs qui se reflètent. Et là aussi, l'histoire de la migration dans ces arbres est très marquant parce que souvent, les personnes qui ont vécu des expériences migratoires, eh bien, la première chose qui change, c'est les sommeils. Elles disent, mais depuis que je suis là, je ne dors plus pareil. Et parfois, je n'arrive pas à dormir. Vraiment, c'est que c'est revenant au pays, des fois, que les femmes disent, ben, je dors des semaines et des semaines, comme s'il y a un sommeil enfin qui arrive. Alors que l'impossibilité de s'abandonner au sommeil, c'est aussi, ça parle d'une insécurité qu'on souvent on vive dans les contextes où on arrive. Et pour ces femmes qui vivent souvent dans des situations donc, de précarité, ben, s'abandonner au sommeil dans une situation où les logements, par exemple, sont insalubres et précaires, et c'est pas possible. Et du coup, les rêves aussi n'arrivent pas, parce qu'on n'arrive pas à dormir. Donc, il y a vraiment toute l'idée de récupérer et de partager ces histoires nocturnes, à la fois donc pour les groupes, mais aussi comme revendication politique du sommeil, comme pas quelque chose ça suffit de donner des médicaments et les gens vont mieux dormir. Si on ne change pas la société, les lieux d'habitation, et du coup tous ces aspects qui empêchent le sommeil, eh bien, ils empêchent aussi les rêves.
cela n'est pas possible. Et donc, là aussi, cette idée d'ouvrir les langages à la pratique artistique, mais aussi pour moi, et donc dans ce sens-là, j'ai senti l'exigence aussi de sortir des discours universitaires, de m'ouvrir par exemple, en démarche des recherches-actions, parce que c'était pour moi fondamental partager ces questions-là et trouver des formes aussi, des actions avec les publics qu'on rencontre pour déclencher des situations, en tout cas des discussions autour des thèmes qui sont des thèmes très importants des santé publique, parce qu'aujourd'hui, le sommeil est devenu une question de santé publique. De plus en plus, les gens n'arrivent pas à dormir. Justement, soit lié au problème du sommeil, soit lié aussi à cette déclinaison de la recherche dans d'autres types de supports, donc dans le type, comme on a vu tout à l'heure, artistique. On a aussi, donc, tu as trouvé, Ariana, dans la fiction, un autre champ où tu peux dire d'autres choses qui plus librement peuvent se dire en dehors d'une écriture académique. Donc, je voudrais maintenant parler un petit peu de ton dernier livre, donc, qui en français s'appelle, en français, c'est Les oracles de Teresa, qui est paru en 2020. Donc ici, je retrouve plusieurs choses de ce qu'on a parlé tout à l'heure. Donc, je retrouve beaucoup de choses qui s'inspirent sûrement à ton terrain péruvien, notamment avec la figure de Pilar, qui est un personnage, disons, très central dans l'histoire, bien que c'est une histoire avec plusieurs femmes et elles sont, disons, une lumière sur elles à différents moments de l'histoire. Mais cette Pilar est là comme quelque chose de plus posé, de plus clair vis-à-vis des éléments qui n'existent pas dans notre société et qu'elle les a tellement clairs, comme par exemple le sens de la culpabilité, qu'elle repose à plusieurs reprises cette question de qu'est-ce que c'est que le sens de culpabilité, parce que chez nous, ça n'existe pas. Donc, il y a comme ces endroits où ces deux réalités, ces deux mondes se confrontent, se partagent plutôt. Et il y a aussi, quand on parle d'une chose, on a la tendance aussi ou bien le décrire par le contraire, par son contraire, ou bien le complémenter par son contraire. C'est-à-dire, quand on parle de rêve, on parle du sommeil, mais on parle aussi d'autres états secondaires, hein, comme par exemple l'insomnie, ou bien en italien on dit il dormiveglia, non? Cette seuil entre être endormi et être réveillé, et aussi un état de léthargo. J'ai oublié comment on dit ça en français. Léthargie. Voilà, donc on parlait tout à l'heure des somnifères. Il y a aussi un personnage dans ton livre qui parle des somnifères. Donc, dis-nous quel est le fil conducteur qui nous fait voyager entre ta recherche de terrain, puis dans toutes ces expériences avec le public dont tu nous parles, donc avec une forme plus participative du projet, et puis comment on arrive à ces romans. Oui, sûrement ces romans, ils arrivent parce que moi j'ai toujours écrit, autre que pour l'académie, j'avais mon cahier de terrain, mais c'était un cahier des vies où j'ai noté les choses, comment je les vois, mes propres réflexions. Et après les Pérou, c'est vrai que quand j'écris ma thèse, je suis restée quand même un peu frustrée du fait que j'avais beaucoup de choses que je ne savais pas comment les dire. Pas comment les légitimer à niveau scientifique, quelle était la place qu'ils pouvaient prendre dans une écriture académique. Et aussi plein de choses qui m'avaient questionnée en tant que personne, provenant d'une culture aussi où les rêves étaient quand même très importants. C'est en allant au Pérou que je me suis rendu compte que dans ma famille, par exemple, en réalité, les rêves étaient hyper importants. Ma grand-mère, elle écoutait les rêves, ma mère aussi. Et pourtant, j'avais eu besoin d'aller au Pérou, comme souvent arrive dans l'anthropologie, il faut aller s'éloigner pour après se voir.
Et donc, ça a été un voyage, en fait, aussi pour m'observer moi-même. Et du coup, j'avais plein des choses que j'avais envie d'écrire, mais je sentais il aurait fallu une liberté et donc une manière d'être, et donc une fiction qui m'aurait permis de partager des choses à la fois, donc des véritables expériences ethnographiques que j'avais vécues au Pérou, mais aussi tout un autre état des réflexions et des expériences liées aussi à ma vie plus dans mon pays, dans l'Italie, qui en même temps résonnaient énormément avec l'expérience péruvienne. Donc, moi, je voyais justement, ma famille, ma grand-mère venait d'une culture paysanne où j'avais retrouvé des expériences de la culture péruvienne. Et donc, je voulais créer une sorte d'histoire qui pouvait mettre en scène ces deux mondes qui n'étaient pas si loin que ça. Et donc, j'ai créé une fiction où il y avait ces deux mondes qui s'est rencontrés dans un même salon parce que cette femme péruvienne, dans l'histoire, devient la personne qui s'occupe de la grand-mère qui est en train de mourir. Et donc, c'était grâce à cette histoire, j'ai pu du coup parler des deux réalités, à la fois la réalité péruvienne que j'ai connue dans mes expériences ethnographiques, mais aussi la réalité d'où je viens, et voir tous ces aspects qui peuvent être très proches et en même temps qui ne savent pas se traduire que je ne pouvais pas, en tout cas, les traduire autre que par la fiction. Et donc, ça a été pour moi, ça m'a permis de reprendre aussi tous des aspects des choses que j'avais écrites pendant ma recherche, mais que j'avais pas su formuler au langage académique. Et donc là, on trouvait la place. Et donc, c'était une grande libération, c'était une expérience qui m'a fait, ça m'a fait du bien aussi parce que ça m'a permis aussi de coudre des mondes, si on peut dire comme ça comme expression, mais de coudre des réalités, des parties de moi qui, pendant des années, en tout cas, ont été un peu éparpillées et qui là se sont cousues dans une histoire. Oui, il y a des extraits dans ces romans où on voit que tu mets dans les mots des personnages des choses que tu as retrouvées dans ton terrain. J'ai la version en italien, mais je voudrais lire un petit extrait. Et donc, je pense que c'est Pilar qui parle, et elle parle justement des rêves. Je vais faire la traduction au français, donc je m'excuse si jamais je mets un petit moment pour un mot, mais normalement ça ira. Donc, il y a des rêves qui viennent dedans, qui se mélangent aux pensées et aux choses faites les jours avant, aux paroles qui sont restées derrière ou à cause d'un repas très abondant, comme tu disais tout à l'heure, Ariane. Ceux-ci, ce sont des rêves qui ne comptent pas et qui peuvent être oubliés. Puis, on a les rêves qui viennent de dehors, c'est-à-dire il s'agit de la visite des dieux ou bien des morts. Ce sont des rêves dans notre âme, qui habite dans notre âme quand la nuit sort du corps et vague par les montagnes. Ceux-ci, ce sont des rêves qu'il faut absolument se souvenir et raconter parce qu'ils sont porteurs de messages. Ils sentent la réalité avant qu'elle arrive. Les rêves, ce sont des fils d'un labyrinthe qui parlent la langue de l'invisible. Donc voilà, on retrouve à plusieurs endroits un peu ces endroits d'éclaircissement, disons comme ça, de clarté vis-à-vis des rêves et qui nous font aussi voyager et nous connecter avec cette terre lointaine qui est le Pérou, le pays natal de ces personnages. Il y a donc une chose il ne faut pas qu'on laisse le rêve dans son expérience intime, mais il faut le raconter. Donc, il y a cette histoire de la transmission de la mémoire, et dans l'histoire de ces livres, de ces romans, c'est la transmission qui est quelque part interrogée parce que parfois
elle s'est faite comme un voyage intime chez chaque personnage à travers des souvenirs ou des objets qui vont nous amener à un autre moment. Donc, c'est quoi pour toi la chose fondamentale du partage des rêves? Moi, je pense que partager les rêves, c'est, ça, il y a quelque chose qui a je ne sais pas comment le définir, mais moi, je vois quand une personne raconte un rêve, et ben, il raconte, autre chose que soi. C'est-à-dire souvent, quand je disais, on est habitué aussi à, moi je le vois par exemple avec, des personnes qui sont habituées à donner un récit de soi, bon, que je suis comme ça, par exemple des jeunes dans un contexte, comme celui que je peux rencontrer dans les quartiers nord. Ils savent déjà qu'ils sont des jeunes dans des situations difficiles. Il y a tout un profil, sociologique et biographique diurne où on est habitué à se représenter comme ça, à se raconter comme ça. C'est vraiment une sorte de récits qui on porte, et sous lesquels on incorpore aussi, devient notre manière, de notre carte de visite face à la société. Mais après, quand on raconte au rêve, tout d'un coup s'ouvre un espace de liberté. Moi, je le vois dans la mimique, dans les physiques, dans les visages des gens. Quand on commence à raconter au rêve, ils racontent quelque chose qui est autre aussi. Bien sûr, il est connecté à leur propre soi, et en même temps, ouvre un espace de liberté aussi qui permet d'expérimenter le fait qu'on est plusieurs choses. On est bien sûr cette personne-là qui vit dans ces contextes-là, et en même temps, dans les rêves, tout peut devenir toute autre chose. Et cette liberté qui donne les rêves, et fait si même que dans un partage social, il y a une autre matière qui sort. Et moi, je le vois dans les ateliers, dans les onéroscopes, quand les gens commencent à se raconter les rêves, c'est passe quelque chose entre ces gens-là. C'est comme si, tout d'un coup, on s'autorise à explorer d'autres chemins, il y a des bribes d'intimité qui ressortent, qui sont rediscutées. Et je les trouve vraiment dans une situation vraiment perceptive. Moi, je vois que ça change la manière de se parler. Et c'est pour ça que je trouve que c'est très riche, les discours sur les rêves. Moi, je l'ai vécu même pendant les confinements, par exemple. euh, j'ai demandé à mes étudiants d'écrire leurs rêves, de les dessiner, d'écrire à partir de leurs rêves. Et pourtant, je les connaissais, certains. Je l'ai découvert tout autrement. Je l'ai reconnu dans leurs rêves qui m'ont envoyé pendant les confinements, que d'ailleurs, c'était au moment où, justement, tous, on a été chamboulés dans nos nuits. On a pu expérimenter comment l'expérience aussi du rêve est justement connectée au social, parce qu'il y a énormément de rêves qui ont été, qui étaient très, très liés à la crise sanitaire. Donc, aussi, ça a permis de partager avec eux quelque chose de différent. Pour eux aussi, ils m'ont dit après que c'était un moment très important de pouvoir partager ces vécus-là. Et je trouve que surtout dans des situations de crise sociale, des moments difficiles comme celui qu'on est en train de vivre aussi, c'est parler des rêves. Ça peut ouvrir des portes, des résiliences, des collectivités, des créer du collectif autrement, qui je trouve une expérience importante à faire. Et je trouve que c'est dans ce sens-là aussi ouais, la force sociale des rêves. C'est cette idée on s'est habitué à parfois à les considérer comme quelque chose qu'on ne doit pas parler parce que ça dévoile des choses de nous, qui donc c'est mieux pas dévoiler. Mais au contraire, quand on se met en jeu dans ces récits-là, on découvre plutôt le fait qu'on est connecté. Parce que souvent, les gens se rendent compte qu'un même cauchemar, par exemple, les autres le font aussi. Là, je voulais pas Oui, non, il peut y avoir en fait un lien d'empathie avec, pas une situation réelle parce qu'il ne s'agit pas de ça, mais avec un ressenti ou quelque chose qui vient de plus profond, voilà. Parce que n'ayant pas la maîtrise du rêve, on ne peut pas les changer et c'est ça en fait qui est intéressant, donc cette distance aussi de la maîtrise. Oui. Et, je ne sais pas s'il y a des questions parmi le public. Je vous demande peut-être de lever la main, comme ça on peut donner la parole, ou bien pour ceux qui sont un petit peu plus timides, ils peuvent les écrire via le chat. Donc comme ça on ouvre ces dialogues. Peut-être s'il y a des personnes qui veulent ajouter quelque chose ou commenter, voilà.
Je vois que Metkazupanchik. Excusez-moi si j'ai mal prononcé votre nom. Bonjour. Allez-y. Je suis contente de participer à votre séminaire, enfin déjà au deuxième, parce que moi je vais intervenir avec Lélia et Gabriela en mars, donc ça m'intéresse de savoir de quoi vous parlez, de ce qui vous intéresse, qui vous fait vibrer, comme on a vu avec Ariana. Bon, moi je travaille sur Hélène Cixous, alors là la moitié de ses œuvres sont inspirées par ses rêves. Alors je ne sais pas Ariana si vous la connaissez, mais donc, c'est la grande féministe française, née en 1937, juive d'origine algérienne, qui possède, elle porte en elle les violences faites aux juifs dans le passé, qu'elle retransmet à travers sa prose, qui est souvent très onirique. Et donc, pour vous donner l'exemple qui va un petit peu en parallèle avec ce que Ariana nous racontait, c'est qu'elle a un bloc-notes, comme elle le dit elle-même, que sa mère lui a offert. Sa mère est morte à 103 ans. Elles avaient un rapport assez onirique aussi. Et donc, elle a un bic très, très, très épais et elle se réveille la nuit, elle a un code d'écriture, elle note ses rêves et il y a des gens autour d'elle qui sont capables de transcrire ses rêves et elle en fait la matière de ses romans. Et donc, un petit peu si on parle de nos missions dans la vie, les auteurs, les autrices qui sont capables de débranler un tout petit peu la perception matérialiste qui s'est installée dans le monde actuel, n'est-ce pas, où on oublie un peu les rêves, elle parle des choses qui sont encore très, très, très peu admises dans le discours, surtout académique, et elle était prof, elle continue à faire des séminaires. Enfin, il y a son texte, on ne parle pas de roman, de fiction, parfois, Peter Ibbotson, qui est basé sur le roman de Georges du Maurier du 19e siècle, qui était un théosophe probablement, et où Peter Ibbotson fait des rêves en commun avec la femme qu'il ne peut pas aimer ouvertement dans la réalité, avec Mary. Donc, et là, ce qu'elle fait, elle fait exactement ce que Ariana vous décriviez, les rêves en commun. Donc, les deux, ils rêvent les mêmes choses. Ils se rencontrent, en plus, ils se rencontrent dans les rêves et ils voyagent ensemble dans les rêves. Et je pense à une autre chose, à une autre dimension cinématographique. Wim Wenders, Until the End of the World, qu'il a fait en 91. Il y a une partie du film qui se termine en Australie, in the Outbacks, où les gens deviennent accros à leurs propres rêves, où ils sont capables de capter les rêves. Enfin, on a vu ce film un peu onirique, n'est-ce pas, aussi. Donc, ils captent leurs rêves et ils deviennent complètement dépendants de se rejouer leurs propres rêves. Donc là, Wenders montre les excès de cette pratique. Et donc là, la solution, c'est de sortir de cet engouement. Et ce sont les aborigènes d'Australie qui aident les personnages à sortir, et l'écriture pour la femme, Claire, dans le film, et pour le protagoniste masculin, ce sont les aborigènes qui lui enlèvent ses rêves pour qu'il puisse continuer à vivre. Donc, enfin, il y a dans la littérature et les arts, il y a déjà énormément de choses que l'archéologie, l'anthropologie, l'ethnologie doivent encore, non pas forcer les gens à accepter, mais accepter qu'on puisse en parler d'une manière plus magique, si vous voulez. Ah oui, c'est sûr. Merci beaucoup pour justement pour ces références, parce que je trouve que justement l'art, la littérature sont tellement connectés déjà à l'expérience onirique et qui doivent justement stimuler les sciences sociales à reconnaître cette importance-là, une importance qui je trouve vraiment, et bien, comme vous dites aussi dans la revendication de cette féministe, c'est pas juste que du coup les rêves ont un détachement de la réalité, ça peut devenir une revendication politique, ça peut vraiment devenir
Donc, c'est pas, je trouve que si les sciences sociales, ils ont, comme il le disait aussi, Bastide, pendant longtemps, ils ont considéré que l'homme qui dort est un homme mort, comme si pendant que la production, du coup, c'était pas quelque chose d'intéressant pour les sciences sociales, alors que justement, je trouve que cette dimension-là, on peut vraiment avoir, au contraire, c'est toute la nouvelle société, c'est une forme vraiment de repenser et de résister, c'est un pensier politique, je trouve, cet aussi attachement au rêve. Donc, c'est pas du tout dans le détachement de la réalité, dans la fuite. Et c'est sûr que l'exemple de l'art et de la littérature peut vraiment être porteur dans cette reconnaissance de l'importance épistémologique du rêve dans la forme aussi des connaissances, parce que je trouve qu'il y a une manière de connaître les choses et rêves qui peuvent vraiment nous inspirer aussi dans notre connaissance diurne. Et si je peux me permettre, puisque vous parlez du diurne et du nocturne, pour moi, ça résonne immédiatement avec Gilbert Durand, les structures anthropologiques de l'imaginaire. Oui. Voilà, le régime diurne, le régime nocturne. Mais là, vous apportez une autre dimension qui est excellente et très, très inspirante. Merci beaucoup. Laetitia, tu as des questions? Il y a d'autres personnes? Voilà, allez. Alors, je ne vois pas de questions pour l'instant dans le chat, donc je vais poser ma question à Ariana. D'abord, merci infiniment Ariana, c'était passionnant. C'est passionnant, votre travail est très beau, très très intéressant. Je voulais vous poser la question de la psychanalyse. Donc, vous en avez pas parlé, enfin, je crois pas. Donc, on sait que Freud a écrit l'interprétation des rêves. Donc, je voulais savoir comment ça vous a influencé, éclairé ou pas dans votre propre démarche. Et j'avais aussi une autre question, si je peux me permettre, par rapport à la matière. Est-ce que dans votre travail, et selon les personnes ou les communautés que vous avez côtoyées, est-ce que le rêve était associé à une matière spécifique comme l'eau, le feu, etc. Enfin, je pense à Bachelard du coup. Voilà. Merci beaucoup. C'est vrai que alors, concernant la psychanalyse, c'est vrai que moi je ne parle pas, bien que j'ai évidemment lu Freud et aussi Jung et toutes des œuvres qui ont marqué justement notre conception du rêve en Occident. Mais par exemple, dans ma thèse au Pérou, j'ai préféré vraiment partir de la conception locale du rêve et partir d'une philosophie locale, c'est-à-dire vraiment repenser l'épistémologie du rêve à partir de ce que c'est la conception du rêve quechua, parce que vraiment, dans les cas, c'était vraiment la question des quechua. Donc, je pensais que j'avais difficulté à utiliser les catégories, du coup, à utiliser la psychanalyse comme aussi un filtre pour traduire les catégories, parce que je me rendais compte qu'il y avait une vision de la personne aussi, la conception de la personne qui était très différente à la conception freudienne, de la manière dans laquelle les gens pensent même la personne. Juste l'exemple que pour eux, l'âme, l'anima rentre, sort en permanence dans les corps est conçu comme une entité porose, l'âme n'est pas quelque chose qui sort qu'avec la mort, mais il y a vraiment c'est une sorte d'animisme aussi, parce qu'il y a aussi les choses et les animaux peuvent rêver, et ces rêves. Donc, il y avait vraiment tellement de catégories qui remettaient en cause les notions psychologiques déjà de la personne et donc de la vision du rêve, que j'ai préféré vraiment partir dans une autre philosophie du rêve, qui c'était celle que j'ai rencontrée. Tout est sachant que, là aujourd'hui, par exemple, moi je collabore avec dans notre groupe équipe de recherche sur les sommeils, il y a un psychologue qui travaille justement avec des outils psychanalytiques sur les rêves. Donc, je me confronte en permanence avec cette traduction-là des catégories. Mais dans les cas de l'expérience péruvienne, j'ai vraiment préféré partir des notions locales, vraiment des mots du langage pour parler du rêve. Sachant que, par exemple, dans la langue quechua, il y a, c'est très intéressant parce qu'il y a
les modes verbales, par exemple, il n'y a pas les présents, les passés, les futurs. On raconte une action toujours avec les présents. Il y a toujours des explications avec des agglutinations hier, demain, aujourd'hui pour définir les temps. Mais par contre, il y a un mode verbal pour parler des rêves. Donc ça, cela montre comment vraiment la question du rêve est au centre de la langue et donc d'une vision du monde qui, du coup, déjà, pour moi, c'était très difficile de traduire. J'ai travaillé avec un bilingue qui m'a aidé à traduire parce que tous les récits quechua, c'était déjà très difficile de traduire en espagnol parce qu'il n'y avait pas les mêmes mots pour traduire des concepts quechua. Et donc, c'est pour ça aussi que j'ai vraiment tout orienté sur cette question de partir de la conception locale. Et concernant la matière, c'est très, très belle cette question parce que c'est vrai que Bachelard évoque beaucoup cette question de la... Et il n'y a pas forcément des matières spécifiques. Il y a beaucoup des... les rêves sont en tout cas décrits comme des expériences corporelles, souvent. Vraiment, il y a vraiment... Moi, j'ai pu voir comment dans les biographies oniriques, les gens s'est touché souvent les parts du corps qui avaient été touchées en rêve par les rêves. Par exemple, j'ai rêvé un militaire qui me tire dessus et exactement dans ces moments-là, je commence à sentir mal au ventre et du coup, les récits du rêve est associé au corps. Et du coup, les gens s'est touché les corps qui avaient été touchés en rêve. Mais il n'y a pas forcément une association en matière qui est ressortie dans les témoignages. Mais là, aujourd'hui, on travaille beaucoup sur cette texture-là parce que beaucoup de questions on pose, par exemple, quand on demande les personnes sur les sommeils aussi, on demande, mais votre sommeil, quelle est la texture de votre sommeil? Elle est profonde, elle est du plomb, elle est légère. Et du coup, on cherche, là aussi, grâce à Touya, avec la matière, de chercher de représenter les sensations, par exemple, oniriques et du sommeil, grâce à de la matière. Merci beaucoup. Et Clélia, tu as une question? Oui, alors, s'il n'y a personne d'autre, merci Ariane, c'est vraiment très intéressant. Et donc, moi, je vais vous poser la question à propos du théâtre, effectivement, parce que Meska a parlé de Hélène Sixou. Bon, c'est quelqu'un qui a beaucoup écrit pour le théâtre. Et vous-même, vous avez parlé d'une compagnie théâtrale, j'ai bien compris que vous collaborez avec une compagnie théâtrale, donc c'est évident que vous parlez de texture, de matériaux, etc. Le rêve et le théâtre, moi, j'y vois beaucoup de choses en commun. Et en général, si on pense au théâtre contemporain qui nous révèle souvent des situations qui sont presque insaisissables sur scène, des personnages flous qui appartiennent à un domaine qui est souvent onirique. Donc, à différence des rêves nocturnes, les rêves de théâtre rentrent dans notre vie parce que nous sommes présents, nous sommes éveillés dans un lieu précis, à un moment précis. Et donc, on fait une expérience qui, à mon avis, est très liée au rêve. Est-ce que vous croyez qu'il y a un lien? Est-ce que le théâtre est pour vous un lieu privilégié de rêve où plusieurs personnes, en fait, rentrent en relation parce qu'il y a le metteur en scène qui rentre en relation avec les acteurs, avec des spectateurs, etc. Alors, cela est vrai surtout pour le théâtre contemporain, mais même Shakespeare, dans cette fameuse phrase qui fait dire dans La Tempête, il dit « Nous sommes de l'étoffe dont on fait les rêves, etc. » Voilà. Merci. Oui, je trouve que le théâtre est un lieu privilégié justement de cette dimension onirique est déjà présente dans cette performative aussi. Quand je parlais des performativités du rêve, les théâtres, pour moi, c'est vraiment ça. Et vraiment la matérialisation, la performativité de cette expérience-là, de l'insaisissable, de l'invisible. Et je trouve que dans ce sens-là, moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup collaborer avec des compagnies de théâtre. Là, en ce moment, je travaille avec une compagnie qui s'appelle LR, qui justement, sa prochaine création, c'est à partir des rêves qu'on a collectés, à la fois des rêves qu'on a collectés dans un territoire, mais aussi des rêves des comédiens. Et comment cela aussi, ça se mélange, ça se tisse dans un imaginaire collectif qui prend forme après dans l'acte théâtral. Et donc, je trouve que mettre en scène ses propres rêves, c'est aussi une expérience très, 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 très profonde et très, très inspirante. Tout à fait, merci. Et je donne la parole à Marion. Oui, bonsoir. Je m'aperçois que je n'ai pas mon nom complet, donc Marion Tridon. J'ai été passionnée par vos exposés.
Et j'ai donc deux questions à poser. Anaïa, quand vous étiez au Pérou, avez-vous été confrontée à une matière de rêve qui utilisée par le chamanisme? Je pense par exemple aux ouvrages de Castaneda et sa rencontre avec Don Juan. Donc là, ça se passait au Mexique. Mais est-ce que vous avez eu des rencontres ou des moments d'expérience qui faisaient référence à cette culture? Donc ça, c'est ma première question. Et mon autre question, il y a quelques années, j'ai eu l'occasion, pendant une journée, avec une Indienne d'Argentine du Nord, à créer una copla. Donc les Indiens d'Argentine du Nord se retrouvent dans des fêtes, se mettent en cercle par petits groupes de 4 ou 5 pour raconter sous forme de chansons ou de poésie improvisée leurs désirs, leurs peines. Et moi, j'avais l'impression, dans ce que vous avez raconté, que cette circulation collective des rêves pouvait avoir une fonction de rassemblement, de soudure entre les membres du groupe. Voilà, donc j'avais ces deux questions à vous poser. Merci. Merci beaucoup. Oui, tout à fait. La question du chamanisme, là, je ne suis pas rentrée dans les détails, mais très, très présent. Et justement, les chamans est celui qui pourrait, excellent s'il rêve. D'ailleurs, c'est un rêve, souvent un rêve qu'il découvre d'être chaman parce qu'il a des expériences oniriques qui lui montrent ses propres pouvoirs. D'ailleurs, déjà dans les empires Inca, il y avait des rêveurs qui étaient justement des conseillers même des Lanka, c'était ceux qui du coup voyaient les choses et pouvaient conseiller donc les Lanka sur toutes les stratégies même de la vie politique de l'empire. Moi, dans ma recherche, j'ai rencontré en effet des chamans qui souvent non seulement ils ont leurs propres rêves, mais aussi quand une personne, par exemple, va les consulter, ils rêvent pour la personne. Donc, souvent, dans les cas des maladies graves, moi, j'ai rencontré donc des personnes qui avaient des souffrances et des maladies graves et qui, du coup, allaient consulter un chaman. Et les chamans, ils allaient rêver pour eux. Donc, ils faisaient un rêve qui les dévoilait, par exemple, la maladie qu'il avait ou comment leur a pu se soigner. Donc, il y avait vraiment une sorte, là aussi, des connexions entre deux personnes, une sorte d'intersubjectivité du chaman qui, grâce au rêve, peut diagnostiquer la maladie et du coup, aussi comment les soigner. Donc, il y a véritablement, à la fois donc l'utilisation aussi des plantes. Là, au Pérou, on utilise beaucoup l'ayahuasca aussi, qui vient de la côté amazonienne, mais aussi dans les zones andines, il y avait les San Pedro, les cactus. Donc, il y a des plantes qui circulent aussi entre la forêt et les Andes. Moi, j'étais dans les Andes, mais il y avait une circulation des substances utilisées pour rêver aussi. Et donc, cette idée, là encore une fois, que c'est les rêves qui dévoilent la vérité, la réalité. Et et donc, les chamans, c'est celui qui aussi peut rêver pour les autres. Et donc, grâce au rêve aussi, peut soigner et rêve l'autre personne. Donc ça, c'est tout à fait une expérience que j'ai rencontrée plusieurs fois. À la fois, j'ai connu des gens qui sont allés chez les chamans pour se soigner et des chamans qui donc m'ont raconté leur propre expérience des rêves. Et je suis tout à fait d'accord aussi, c'est que vous dites sur la question du partage et de la confédération. Je trouve que, comme je disais, je pense que les récits des rêves est un récit qui, justement, crée une collective. C'est là, il y a des populations indigènes où, justement, en Australie, c'est vraiment les groupes qui se racontent les rêves pour aussi s'inscrire dans un territoire, dans une histoire, dans une mémoire d'un territoire. Et au Pérou aussi, le fait que les gens se racontent les rêves, c'est comme si créer une forme de socialité où justement les frontières entre les vivants et les morts, la réalité, ce sont toutes des frontières qui sont rediscutées. Et ces rêves-là font les collectifs aussi. Ça permet de se sentir comme les collectifs. Et c'est pour ça que je trouve que
Oui, et ces expériences-là, chez les indigènes, sont des pratiques ancestrales qui encore aujourd'hui sont présents, mais qui nous enseignent aussi que nous aussi, on a besoin de ça. Le fait, c'est que j'ai rencontré aussi en Europe, c'est que quand des gens qui me disent, non, mais moi, et après, c'est commencé à raconter les rêves, ben, ils découvrent aussi ce lien qui du coup, nous montre comment, même ici, on a besoin de ces liens-là. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, d'autres questions? Alors, peut-être, j'ai juste une chose à rajouter. Je ne sais pas si Ariana, ce que vous avez dit là maintenant, c'est à propos du rêve lucide. Est-ce que c'est la même chose? J'ai entendu parler de rêve lucide. Je ne sais pas exactement si c'est lié au chamanisme ou... Les rêves lucides, ouais. C'est vrai que c'est une pratique qui est de plus en plus développée. Bon, il parle, c'est le fait que pendant les rêves, on est conscient de rêver et du coup, on peut agir le rêve pour le modifier. Donc, c'est une pratique aujourd'hui qui est aussi, il y a des techniques véritables, il y a vraiment même des cours des rêves lucides parce qu'il y a des gens qui, donc, ils sont conscients de rêver et donc, dans le cas du chamanisme, ça peut être aussi des rêves lucides, mais ça peut être aussi des rêves liés aux plantes ou des rêves qui sont vraiment des rêves qui arrivent et qui dévoilent des choses. Mais c'est vrai que la question du rêve lucide aujourd'hui est très, très, très répandue, même dans notre société. Moi, par exemple, dans les centres du sommeil où les neurosciences étudient les rêves, ben, ils se basent souvent avec des rêveurs lucides parce qu'ils sont des gens qui, du coup, sont en train savent quand ils sont en train de rêver et ils peuvent raconter aussi en temps réel un rêve parce qu'ils sont en train de les modifier. Il y a des véritables techniques de conduire les rêves. Mais dans le cas des chamans, c'est plus complexe. C'est ça, c'est pas que des rêves lucides, ce sont vraiment des rêves qui, à la fois, ils peuvent être liés à l'utilisation des plantes, mais pas seulement. D'accord, merci. Alors, Mercedes Guillaume, par le chat, elle dit merci beaucoup de cette intervention passionnante. Je n'ai pas de questions, mais au sujet du sommeil comme espace politique, je me permets de partager des liens vers les activités et le travail de l'artiste Tricia Hersey aux États-Unis, qui crée des performances et des écrits autour de l'idée du repos comme acte de résistance. Donc là, il y a un lien que vous pouvez consulter sur le chat. Et Laetitia, tu avais une question? Ta main, elle est restée levée ou c'est à nouveau levé? Oui, j'avais je voulais partager une remarque et oui, peut-être une question pour, je ne sais pas encore si j'ai une question, mais en tout cas, je voulais, oui, dire à Ariana, je ne sais pas si vous avez croisé ça dans vos recherches sur les rêves, mais à Madagascar, il y a cette pratique qu'on appelle le retournement des morts. Voilà, qui s'appelle le Famadihana. Et en fait, c'est généré par le rêve d'une personne. Donc, il va arriver d'un ancêtre. Et l'ancêtre va parler à cette personne dans le rêve et dire voilà, le temps est venu pour moi. Donc, il y a une exhumation, puis une inhumation. Mais du coup, j'ai pensé que comment on peut penser ça avec bien sûr dans un tout autre contexte, mais avec les exhumations qui ont eu lieu au Pérou, dans le cas des fosses communes, et les rêves donc, qui sont apparus aux familles. Comment on peut penser cet espace de dialogue entre l'outre-monde et les vivants. Ouais. Voilà. Ouais, merci beaucoup. C'est vrai que c'est la référence à Madagascar. C'est vrai que j'avais lu de ces rituels et de cette dimension-là. Et au Pérou aussi, j'ai pu voir comment la question des corps des morts et les rêves était cruciale. C'est-à-dire, les gros problèmes, comme je disais, pour la plupart des familles, c'est que au Pérou, il y a tout de rituels pour construire la mort, comme un événement qui c'est pas... La mort, ça ne se produit pas les jours où tu es mort et tu es mort. C'est vraiment un processus de 3 ans où la fabrication du mort est une fabrication qui s'est faite avec les morts. C'est-à-dire que les morts participent à cette fabrication de sa propre séparation, sachant que pendant les premières 3 années, par exemple, les morts
continuent à venir dans les villages, dans la maison, parce qu'ils savent pas, ils n'arrivent pas à se rendre compte qu'ils sont morts. Donc, il y a toute une série de rituels pour accompagner les morts. La guerre, elle a empêché donc toute cette pratique rituelle, parce qu'une des premières choses qu'il faisait à la fois Sentier Lumineux, du coup, il a empêché d'enterrer les morts, et du coup, les morts étaient exposés pour faire voir ce qui arrivait à les gens qui étaient contre Sentier Lumineux, et à la fois l'armée, en faisant disparaître les personnes et cachant leur corps dans les fosses communes. Donc, pour les personnes, il était impossible de faire les deux, et donc, d'une part, les vivants, et pour les morts aussi, il était impossible de partir parce que leur corps n'avait pas été récupéré et traité rituellement. Et donc, tous les rêves, justement, parlent de ça. C'est-à-dire, toutes les personnes ont continué à rêver leur mort, qui les disaient, soit lui donner des indications où s'est trouvé leur corps. Donc, vraiment, des rêves très précis, ils viennent me chercher, je suis derrière cette montagne, à cet angle-là, de les rochers, tu dois venir me chercher. Et ces rêves déclenchaient des véritables voyages des familiers qui allaient chercher leur mort dans les lieux où les avaient indiqués. Et aussi dans les processus d'exhumation, il y avait donc ces rêves où les morts disent je suis dans cet endroit-là, viens me chercher. Et là, c'était une chose que j'ai pu assister, c'était une chose qui m'a beaucoup touchée à propos des différentes manières de voir les rêves. J'étais dans une exhumation. Les exhumations étaient donc gérées par les comités des anthropologues forenses de Lima, donc des gens qui venaient de la capitale, souvent aussi des étrangers, qui arrivaient dans un endroit où il y avait déjà, ça avait été ouvert une pratique donc légale, où on sachait qu'on devait ouvrir une fosse dans cet endroit précis. Et il y avait 10 jours pour ouvrir la fosse et pour trouver donc les morts. Donc il y avait toute une procédure légale, ils arrivaient donc avec une procédure vraiment très très stricte sur la manière dans laquelle on pouvait commencer l'excavation. J'étais allée dans cette exhumation dans un village où il était arrivé tous les familiers du village dans cet endroit à 3000 mètres dans la montagne, perdu dans les montagnes. Du coup, il y avait à la fois les membres responsables de l'exhumation et à la fois les familiers. Ça commence l'exhumation et tout d'un coup, donc les gens attendent que petit à petit les corps commencent à apparaître. Il y avait un homme qui cherchait dans la fosse à la fois sa femme et son père et un enfant. Et au fur et à mesure des jours, on cherche et on ne trouve pas les corps de ses familiers. Et lui dormait pendant l'excavation. Les familles avaient créé une sorte de tente à côté de la fosse pour dormir sur place pendant les 10 jours que les gens excavaient. Ben, du coup, la nuit, lui a rêvé que sa mère, elle lui disait ça ne sert à rien que tu me cherches là, je suis plus à côté de l'autre côté, de les rochers de l'autre côté. Et du coup, lui s'est réveillé le matin, il va auprès des responsables de l'excavation et il dit non, mais ma famille, c'est pas là. Et eux, ils ont été mis dans un autre côté. Sauf que pour les responsables qui venaient de Lima, ça, c'était un rêve typiquement traumatique. Donc, c'était un rêve où la personne était traumatisée par cette excavation et du coup, il avait rêvé la mère dans cet état-là. Alors que pour cet monsieur-là, ces rêves étaient un véritable message de mort qui était en train de lui indiquer l'endroit où s'est trouvé son corps. Et là, il y a une incompréhension. C'est-à-dire que du coup, pour les membres de l'excavation, ce n'était pas possible ouvrir une autre excavation dans un endroit qui avait été suggéré par un rêve. Alors que pour la personne, cet endroit-là était véritablement l'endroit indiqué par les morts. Donc là, on voit vraiment deux visions qui ne se parlent pas parce qu'ils veulent pas se parler, mais parce qu'ils sont deux visions du rêve différentes. À la fois la vision psychologique du membre de la commission et la vision de cet monsieur qui était, par contre, disait non, ces rêves étaient un rêve qui vient du dehors et c'est les morts qui indiquent. Et donc là, j'ai pu voir comment. Là, dans cette cas-là, ça a été malheureusement il n'y a pas une commission, une compréhension, et cet endroit-là n'a pas pu être ouvert. Donc, lui n'a jamais trouvé ses familiers. Mais pour moi, c'était emblématique de ces faits que pour certains, donc pour eux, c'était vraiment cette communication avec les ancêtres, et que du coup, les ancêtres, ils savent la seule manière pour récupérer leur corps, c'est grâce aux rêves et les communiquer aux vivants. Et d'autre côté, une vision traumatique du rêve, qui est certainement vrai aussi, parce que les gens ont été forcément traumatisés par cette guerre, mais donc ils n'ont pas... Et donc, comment faire pour faire communiquer ces deux visions du rêve? Pour moi, c'était ça la question cruciale dans cette expérience que j'ai vécue et aussi dans les expériences que j'ai vécues après.
C'est comment on peut faire dialoguer la vision une vision traumatique du rêve et une vision où les rêves ont un véritable message de l'invisible, des morts, et qui nous parle. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour toutes ces interventions, commentaires, références et questions qui nous donnent, voilà, qui ont tracé aussi d'autres approches et nous ont fait aller dans d'autres directions aussi. Si personne n'a plus de questions, est-ce qu'il y a une autre question, un autre commentaire? Autrement, je profite pour vous envoyer donc les liens vers le site de l'Oniroscope, histoire que vous puissiez voilà, éplucher un petit peu de quoi il s'agissait et avoir un peu la main sur ce projet, prendre le temps peut-être de parcourir les vidéos qui sont publiées parce qu'ils sont vraiment touchants. Et puisque aussi dans certains, on voit aussi l'implication d'enfants. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on n'a peut-être pas abordé, c'était la question du rêve dans l'enfance et de comment il se prend face au rêve. Peut-être c'est une dernière question pour clôturer. Ça pourrait ouvrir sur que ce soit au Pérou ou que ce soit dans les quartiers nord. Ariana, qu'est-ce que tu peux nous raconter des expériences que tu as fait avec les enfants, puisque une chose, c'est avoir un adulte qui va raconter ses expériences avec une sorte un certain vocabulaire, voire même filtre de la réalité et du sommeil, mais pour l'enfant, souvent, tout est mélangé, tout fait partie d'un ensemble. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire à ces sujets? Oui, déjà, je trouve que justement, les enfants, ils n'ont pas des filtres, du coup, ils racontent, ça autorise à raconter des rêves qui sont surprenants. Et aussi, c'est très intéressant, surtout par les enfants, je parle des enfants jusqu'à 9 ans, par exemple, 8-9 ans. Ils mélangent aussi, pour eux, les rêves, c'est aussi ce qu'ils ont vu à la télé, ou qu'un dessin animé, une histoire qu'ils ont écoutée. Du coup, il y a aussi cette idée que les rêves sont beaucoup plus larges de ce qui est l'expérience en soi onirique. Moi, des fois, je sens qu'ils racontent une histoire où cet imaginaire-là, là aussi, il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas de frontières entre les rêves et une histoire et ce qu'ils ont imaginé, vécu. Ils sont très libres dans cette récit-là de l'imaginaire. Donc, je trouve que, surtout jusqu'à 9 ans, en tout cas, d'aller avec les enfants, mis à part des cauchemars qui vraiment les ont marqués et que du coup, ils arrivent bien à les raconter et avec très précisément. D'autres fois, quand ils racontent des rêves, ils sont emportés par cet imaginaire où tout est mélangé, où les histoires, justement, et les dessins animés, c'est mélange de rêves. Donc, je trouve que c'est très, très beau comme ils sont libres dans un récit qui les porte sur leur imaginaire. Et après, par contre, la question des cauchemars, je trouve que c'est très intéressant parce qu'en général, en tout cas, dans mes recherches, j'ai collecté beaucoup de cauchemars parce qu'ils sont ceux aussi sur lesquels on se souvient le plus. Donc, les cauchemars nous réveillent. Donc, souvent, même des gens qui ne se souviennent pas de leurs rêves se souviennent de leurs cauchemars parce que les cauchemars est quelque chose qui impacte la mémoire et justement aussi interrompt le sommeil. Et chez les enfants aussi, c'est très frappant parce qu'il y a beaucoup de cauchemars. Mais on a vu que même dans les ateliers qu'on fait, dans les oniroscopes et tout, le fait de partager ces cauchemars, c'est une manière aussi pour les prendre, pour les rendre matériels, pour parfois les jouer avec ces cauchemars et se rendre compte que ces mêmes cauchemars peuvent être déconstruits et appartiennent aussi à notre enfant. Donc, on travaille avec les cauchemars là aussi comme une matière qui, une fois qu'elle est collective, fait moins peur. Donc, on cherche vraiment aussi et Touya, sur ça, est très la manière très poétique de travailler sur les cauchemars, cherchant de les représenter. Et plus on les représente réalistiquement, plus il faut moins peur. Donc, vraiment, on a beaucoup travaillé avec des écoles. Et au début, les enseignants disent non, on ne touche pas les cauchemars. Et au contraire, on a vu qu'en touchant les cauchemars et rentrant dans ces cauchemars-là, on arrivait aussi à faire en sorte qu'ils faisaient moins peur. Justement parce qu'il est devenu une matière à partager. Bien sûr. Alors, Marie nous écrit dans le chat, merci beaucoup Ariana et toute l'équipe pour cet échange passionnant sur les rêves et le sommeil. Est-il possible de participer au collègue des rêves sans habiter Marseille en ce moment? Oui, oui. Là, nous, on fait des ateliers avec vraiment sur les sommeils.
Après, on a un projet qui s'appelle Rêvons ensemble, qui sont collecte des rêves, où là, vraiment, on collecte des rêves qui ont été faits pendant l'époque du confinement. Donc, si vous avez des rêves qui sont faits pendant l'époque du confinement ou qui ont un lien avec l'époque qu'on est en train de vivre, vous pouvez me les envoyer par mail, soit vous enregistrez, vous les envoyez par audio, soit si vous avez envie vous-même de collecter des rêves après qu'on puisse les partager, c'est tout à fait possible. Ok, donc je vais joindre à notre chat, je vais joindre l'adresse mail d'Ariane. C'est bien celle que j'ai, que je peux envoyer? Ok, super. Voilà. Et du coup, je vous ai mis aussi sur le chat qu'est-ce que la séance, notre prochaine séance qui aura lieu donc le 17 février sur l'autotraduction et de la migrance, apprivoiser l'espace transfrontalier avec l'invité Pierre Lepory, c'est un écrivain et autotraducteur ainsi que metteur en scène. Et ça va être modéré par Vanessa Cavallari. Voilà. Donc, bon, en ayant déplacé notre état d'éveil et de sommeil dans ces 2 heures d'échange, j'ai remercié Ariane pour sa disponibilité, pour échanger avec nous son travail des recherches, d'ateliers, des différentes déclinaisons qui ont pris ces recherches. Et pour finir, dans le chat, je vais mettre donc le titre de son dernier livre paru en 2020. Donc, c'est bien Les oracles de Teresa. Si jamais vous avez envie de vous submerger dans ce récit de fiction, dans ce roman qui va interroger aussi la place du rêve et aussi du lien dans une famille composée de manière un peu particulière. Voilà, je vous laisse un peu toutes les références sur le chat. Merci beaucoup pour l'invitation, pour vos questions et pour ces moments de partage. Super, donc merci beaucoup et on se revoit donc le 17 février à 17h. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci beaucoup.